Le lore Emperor Children va se baser sur le dernier codex qui vient juste de sortir, donc on va avoir la réactualisation la plus récente du lore de Warhammer 40 000 sur les Emperor Children, tout en sachant que comme d'habitude la spécialité de la chaîne c'est aussi d'aller chercher un peu plus loin, de réfléchir à est-ce qu'il y a des choses qui sont crédibles ou pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce que ça peut développer pour l'ensemble de l'histoire de Warhammer 40 000. On est parti en tout cas pour la présentation générale. La présentation générale, Emperor Children. Alors si vous ne connaissez pas, vous vous dites Emperor Children, ouh, dis-donc, ça doit être les gentils garçons. Bah oui, les fils de l'empereur. Mais non, en fait, c'est là toute l'harmonie de Slaanesh, c'est-à-dire qu'ils ont gardé le nom de petit chouchou de l'empereur, même dans la trahison. Après avoir trahi l'empereur, les Emperor Children restent l'une des légions renégates les plus perverses, si ce n'est la plus perverse. Après, ça peut se discuter, hein, parce qu'on a quand même les Night Lords, ce genre de choses, mais eux sont dans un excès. C'est Slaanesh qui les patronne, le dieu des excès, donc ils sont obsédés par des choses. En fait, c'est tout l'intérêt d'être un Emperor Children, c'est de donner soif à tous les excès et de se laisser aller à tous les excès possibles. Le mot, hein, vous l'avez compris, c'est excès. Alors, les Emperor Children, eh bien, ils ont trahi l'empereur lorsque Horus lui-même est passé du côté chaotique. Et en fait, leur particularité, c'était que c'était la légion qui était le maître étalon. Alors c'est ce qu'on nous dit à l'époque de l'hérésie d'Horus. On mesurait la qualité d'une légion Space Marine à l'aune des succès des Emperor Children. Alors, on peut se rappeler aussi que c'est déjà ce qui avait été dit pour la première Légion et les Dark Angels. Donc, j'avoue que si on nous le dit à chaque fois, bon, est-ce que c'est vraiment le cas? On ne sait pas, mais en tout cas, eux avaient ce désir d'excellence. Fulgrim, qui est leur primarque, eh bien, avait ce désir d'excellence, et c'est quelque chose qu'il essayait de transmettre justement à ses enfants, à ses fils génétiques, c'est de se dépasser, de faire tout en mieux que son frère, mais mieux aussi que les autres légions, bien évidemment. Alors, mieux que l'ensemble des humains, ça c'était déjà le cas, hein, étant donné qu'ils étaient des post-humains, des Space Marines, mais bien entendu pour eux, l'important c'était de faire mieux que leurs frères des autres légions. Et c'est cette ambition qui s'est transformée au fil du temps en obsession qui justement les a favorisés. Et maintenant, ce sont les favoris du prince des plaisirs, du prince des obsessions, des excès de Slaanesh. Alors, les Emperor Children, est-ce qu'ils se présentent au 41e millénaire? Eh bien entendu, ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils avaient avant. Sauf qu'ils ont gardé l'emblématique Aquila, alors la serre de l'empereur, c'est-à-dire le symbole, hein, de leur légion. On nous dit que, eh bien, c'est au début, en fait, simplement Emperor Children, c'était simplement une sorte de pseudonyme ou de petit sobriquet qu'on leur donnait, et que, au fur et à mesure, eh bien, c'est devenu le nom de leur légion. Mais au début, c'était pas le cas. C'était pas le nom de leur légion. C'était simplement la 3e légion. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, ils ont été officialisés comme les Emperor Children, et ils ont eu le droit de porter justement l'aigle qui était pour l'instant, enfin jusqu'à présent, réservé à l'empereur. Alors au-delà de l'héraldique, bien entendu, comme ils sont maintenant affiliés à Slaanesh, eh bien ils sont soumis à d'énormes mutations. Alors les mutations, c'est les Emperor Children, elles vont avoir pour but d'accroître leur sensibilité. Ils ont une peau qui est capable de ressentir bien plus subtilement les choses et avec des extrêmes beaucoup plus grands. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va parler d'un de leurs organes sensoriels, il va avoir un spectre de perception beaucoup plus grand. Donc bien sûr, ça va être le fait auditif. Donc ils vont pouvoir entendre des fréquences que l'oreille humaine n'est pas censée pouvoir entendre. Et surtout, chaque sensation va être décuplée, ce qui veut dire que la moindre petite sonorité va être une cacophonie à leurs oreilles, et que cette voix de développer en fait encore plus leur sens est en fait un piège, parce qu'au fur et à mesure, eh bien, il y a cette habitude. Et vous imaginez bien que depuis 10 000 ans qu'ils sont en train de se battre, eh bien ils ont éprouvé déjà énormément de sensations et qu'il leur faut toujours plus. À l'image de ce qu'on peut avoir nous-mêmes, hein, en tant qu'être humain, la première fois que vous goûtez une chose, elle peut vous paraître extraordinaire, et puis la 10e fois, c'est déjà plus la même sauce. Et résultat des choses, les Emperor Children, eux, sont vraiment prisonniers de cet état de fait. Ils cherchent à chaque instant à dépasser, à voir une nouveauté, une nouvelle sensation, et c'est ce qui les dirige, ces obsessions. Alors, on nous dit, petit passage intéressant, qu'un Emperor Children
n'a pas qu'une seule obsession. Il n'a pas l'obsession de se venger, simplement. Et alors, bien sûr, ils font la Grande Guerre depuis contre les Space Marines, contre l'Imperium en globalité, mais ce n'est pas leur simple et seule obsession, parce que ce serait vraiment très ennuyeux que d'avoir qu'une seule obsession. Donc, ça fait partie de leur motivation, bien entendu, de se venger de l'Imperium, mais bien au-delà de ça, c'est la motivation de trouver des nouvelles sensations qui les guident et qui les mènent à des guerres, des exactions. Pourquoi? Parce que un point commun de tous les empereurs Children, c'est montrer qu'ils sont supérieurs de façon martiale, c'est-à-dire au combat. On peut imaginer en fait que certains voudraient se montrer supérieurs dans leur créativité, dans leur composition musicale ou ce genre de choses, parce qu'à une époque, vraiment avant les Résidorus, vraiment les empereurs Children accordaient une place énorme à l'art. L'art sous toutes ses formes, hein, musique, sculpture, peinture, etc. Et que malgré tout, ce qui reste le point commun de toutes les obsessions, c'est de montrer que ce sont les meilleurs guerriers. On a bien entendu ce côté guerrier. Alors, heureusement, hein, parce que si les gens proches Children se disaient maintenant, disons, la guerre, c'est bien gentil, mais ce n'est qu'une seule facette des excès qu'on peut faire, eh bien, voilà, on va juste le laisser tomber. Et puis voilà, on aurait perdu une des légions qui ne serait plus une menace pour l'Imperium. Non, au contraire, là, l'idée, c'est que ce sont avant tout des machines à tuer, et que ces machines à tuer veulent montrer qu'elles sont supérieures en tout point à toute autre machine à tuer qui puisse exister dans la galaxie. Alors, je disais tout à l'heure que justement, avec le Warp, leur corps mutait. Donc, ce qu'on va retrouver très souvent, ce sont en fait la fusion entre l'armure et son porteur. Pourquoi? Parce que tous les composants de l'armure, tous les autosens, permettent d'augmenter, de façon artificielle bien sûr, mais d'augmenter les capacités sensitives. Donc, avec les amplificateurs de leur armure, ils peuvent entendre plus fort, ils peuvent aussi eux-mêmes s'exprimer plus fort, ils peuvent voir encore d'autres fréquences, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la plupart du temps, eh bien, l'armure et le corps s'amalgament pour former bien sûr une sorte de mutation. L'armure se déforme pour essayer d'aller vers une sensibilité artistique qui est propre à son porteur et de choquer. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est non seulement eux-mêmes ressentir des choses, mais faire ressentir des choses. Et c'est aussi une part très importante des empereurs Children, c'est qu'ils sont obsédés par le fait que les autres puissent ressentir aussi des sensations extrêmes. Donc, que ce soit visuellement, être choqué ou être en extase devant leur beauté, devant les exactions qu'ils vont pouvoir faire, devant les extrêmes de violence qu'ils vont pouvoir atteindre. Je pense même que voilà, on peut imaginer ça et résumer ça comme étant le fait qu'un empereur Children voudrait montrer à un World Eater qu'il est plus violent que lui. Pour le choquer, lui donner cette sensation-là. On pourrait même imaginer, même si c'est un petit peu plus dur dans ce sens-là, mais qu'il pourrait faire frémir la Death Guard, parce qu'il serait plus déformé qu'eux, et ainsi de suite. Et en fait, c'est vraiment l'essence même des empereurs Children, c'est surtout laisser les autres faire et leur montrer qu'ils peuvent faire mieux qu'eux. Ça, c'est vraiment très important. Alors après, bien sûr, on va avoir tous les clichés qui sont en rapport avec l'humanité. Donc, on va avoir la drogue, bien sûr. Donc, les empereurs Children sont extrêmement drogués. Ils vont essayer de fusionner, en fait, la puissance Warp, la puissance de leur corps génétiquement modifié, et puis toutes les choses ésotériques qu'ils peuvent trouver, que ce soit technologique, chimique, xéno aussi. En fait, ils ne vont surtout pas hésiter à s'accaparer, en fait, des technologies ou des organes xéno pour se les greffer, parce que si on va trouver bien entendu un organe xéno qui est bien supérieur à ce que eux ont, et bien voilà, ils vont pouvoir peut-être se greffer des yeux d'extraterrestre, enfin je ne sais pas quelle race, et ainsi de suite, et donc aller vers le summum, encore une fois, de ce qu'on peut être en tant qu'entité, voilà, donc avec le meilleur de chaque espèce. Alors pour la petite histoire, hein, à l'époque de l'hérésie de Horus, donc les empereurs Children sont venus se battre sur Terra, mais contrairement aux autres légions, ils n'ont pas participé vraiment pleinement à l'attaque du palais de l'empereur, mais eux ont préféré en fait attaquer la population de Terra et puis créer en fait comme ça des zones de guerre qui ne seraient pas centrées sur le palais de l'empereur pour pouvoir instiller des sensations extrêmes à
tous ces humains sur Terra. Ah bah oui, ils ont le sens du partage. C'est exactement ça, les empereurs Children, le sens du partage. Alors, bien entendu, vous le savez, Horus a été vaincu par le sacrifice de l'empereur, et à ce moment-là, eh bien, il ne restait qu'une seule solution aux empereurs Children, c'était eux aussi de s'enfuir, et s'enfuir à l'intérieur de l'œil de la terreur. L'œil de la terreur qui était l'endroit où il y avait encore un pont entre l'espace warp et l'espace matériel, et dans cette zone-là, c'est là où on va retrouver bien sûr toutes les légions qui s'enfuient, et dans cet espace-là, qui devient réduit, eh bien forcément, les légions vont s'affronter les unes les autres. Et les empereurs Children n'ont pas fait exception. Ils ont bien sûr cherché à s'accaparer le plus de mondes démoniaques, de zones, de vaisseaux, de ressources, afin de continuer à exister. Alors, maintenant, à l'heure actuelle, les empereurs Children eh bien, sont divisés. C'est-à-dire qu'on n'a pas une force d'empereurs Children, mais on a plutôt beaucoup de petites factions qui suivent chacune eh bien, les désirata de leur chef. Alors, bien entendu, on peut imaginer que quand le moindre légionnaire est obsédé par plusieurs choses, eh bien, c'est très difficile d'essayer de le détourner de cela pour le faire suivre, en fait, sa propre obsession. Et c'est ce que doit faire chaque seigneur du chaos chez les empereurs Children. Bien entendu, il y en a qui arrivent et ils réussissent à agglomérer autour d'eux eh bien, des individus qui vont se retrouver dans une obsession particulière. Et voilà, c'est comme ça que se montent en fait les différentes bandes. Alors, on parlera de Fulgrim un petit peu plus tard, mais Fulgrim en fait a délaissé sa légion et s'occupe uniquement de ses plaisirs hédonistes et n'a que faire en fait de ses enfants et de ce que va devenir sa légion. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de place pour que un petit seigneur puisse se faire eh bien, une petite force et ainsi de suite, comme ça grossir. Alors, les tailles de ces bandes-là sont assez variables, donc on nous dit que ça peut aller d'une escouade de dizaines d'individus jusqu'à eh bien, l'équivalent d'un chapitre, donc c'est-à-dire 1000 individus à peu près, mais voilà, ça reste quand même des petites forces disparates qui ne vont pas avoir un but commun, et c'est pour ça que les empereurs Children ne sont pas, on va dire, une menace colossale avec un but commun, mais plutôt une nuisance qu'on va retrouver sur énormément de zones de la galaxie, étant donné que chaque seigneur eh bien, va avoir sa propre obsession et donc du coup ses propres objectifs à atteindre. Alors, dans la suite du codex, on nous parle un petit peu de leur façon de combattre. Alors, on nous dit que, contrairement à d'autres, eh bien, ils ne cherchent pas uniquement à gagner du territoire ou gagner de la puissance, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est avant tout de combattre, un petit peu à l'image des orques, qui veulent vraiment juste combattre, trouver un adversaire à leur mesure. C'est le cas des empereurs Children, donc ils ne vont pas forcément s'établir sur un endroit donné. Au contraire, ils vont plutôt être sur un système nomade avec des flottes qui partent comme ça dans la galaxie pour essayer de trouver des adversaires toujours plus retors, toujours plus déterminés, afin de justement montrer à Slaanesh, parce que c'est aussi ça leur but, montrer à Slaanesh qu'il mérite son attention pour atteindre eh bien, l'apothéose. L'apothéose, c'est devenir eux-mêmes immortels en devenant un démon, à l'image de Fulgrim, qui lui est devenu un primarque démon. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, Fulgrim, je sais que vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, eh bien, ils vont analyser un endroit à attaquer, donc ça va être souvent un adversaire redoutable. Bien sûr, ils vont essayer d'éviter les adversaires faciles à battre, les cibles assez faciles. Et ce qui importe aussi, c'est que l'attaque, la forme de l'attaque en tout cas, eh bien, soit totalement inattendue. En fait, il n'y a aucun intérêt... Alors, quoique, après, il y a une petite contradiction, mais on verra après. Mais il n'y a aucun intérêt pour eux à reproduire une stratégie efficace. Le but, ce n'est pas de faire une stratégie efficace, mais c'est de faire un spectacle, un petit peu à l'image des Arlequins. Je pense qu'on est vraiment exactement dans ce style-là. Il y a un exemple après avec un petit récit qui le montre bien. Le but, c'est de montrer leur capacité à développer quelque chose de nouveau, d'inattendu, et surtout de triompher malgré tout, et d'être efficace. Donc, premièrement, ils vont essayer d'établir eh bien, comment je peux appeler ça, un état d'esprit dans la tête de leur future victime de par plusieurs moyens. Donc, on nous dit qu'ils peuvent déjà mettre des hallucinogènes dans les nappes phréatiques afin que toute la population commence à avoir des hallucinations. Ils peuvent envoyer des torpilles qui colorent en fait le ciel de nuages colorés, de formes bougeantes, changeantes, envoyer eh bien, des sortes de parfums qui contraignent la population à se lancer dans tous les excès. Donc si vous avez vu le film Le Parfum, on est exactement là-dedans. Et que cette première étape est là pour annoncer justement le carnage à venir, les souffrances ultimes à venir.
une fois que cette chose-là a été établie, eh bien, ils envoient des messages qui sont relayés avec justement des transmissions en utilisant tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, ils peuvent parasiter en fait les communications du monde et puis transmettre en fait l'arrivée des Emperor Children avec des sons dissonants, des choses qui peuvent rendre folle déjà la majeure partie de la population. Et une fois que la population est plongée dans les drogues, dans les hallucinations psychotiques et qu'elle entend en fait ces sons et que leurs sens sont saturés, ils commencent à débarquer eux-mêmes avec leurs rhinos, leurs appareils de débarquement, et c'est là où ils vont commencer le massacre. Mais ce qui est encore une fois important, c'est que ce massacre soit coordonné comme un spectacle pour Slaanesh, parce que chaque combat, ils le font pour Slaanesh, pour séduire aussi le prince et l'amuser. Donc, étant donné qu'eux-mêmes, c'est très difficile de les amuser eux-mêmes, étant donné qu'ils sont dans cette lassitude, parce que la répétition, encore une fois, crée la lassitude, et eux, ils veulent absolument sentir quelque chose de nouveau, et c'est difficile pour eux, mais ils le font aussi pour Slaanesh, pour se faire remarquer. Alors, on nous dit aussi, là c'était la petite contradiction, que certains seigneurs, en fait, dans leur obsession, sont obsédés par un style de stratégie et qu'ils veulent magnifier cette unique stratégie et vont se laisser aveugler, ou ils ont des œillères en fait, ils vont rester sur ces stratégies qu'ils vont refaire afin qu'elles soient parfaites, et c'est l'excellence qu'ils cherchent à obtenir, ce qui est du coup en contradiction avec le fait qu'ils s'ennuient dans des stratégies qui se ressemblent. Mais vous voyez, après, peu importe l'obsession ou l'excès, on va toujours être sur des fois quelque chose où on aime avoir énormément de sensations différentes et où des fois on veut aller au bout de la magnificence d'une seule ligne. Voilà. Alors dans les autres drogues, on a la riposte de la langueur. Donc les Emperor Children qui désirent acquérir la maîtrise absolue de leur chair peuvent consommer un des nombreux breuvages vivants appelé riposte de la langueur, et ces boissons semi-conscientes se solidifient dans leur cœur pour tenter de retrouver l'aspect qu'elles avaient de leur vivant, luttant contre les os et les muscles du guerrier pour en acquérir le contrôle à l'issue courte d'un duel de volonté. Alors ça c'est... Alors j'avoue que j'ai du mal à imaginer ce que ça pourrait être, mais peut-être une espèce xéno qui pourrait vouloir retrouver sa forme, peut-être, je sais pas, c'est assez dur à imaginer, mais en tout cas ça leur permet de modifier leur corps pour lui faire prendre justement la forme qu'ils veulent, et voilà, donc c'est assez cohérent. Après c'est dangereux bien évidemment, ça correspond parfaitement aux Emperor Children. Alors les Emperor Children ont quand même une affinité assez particulière avec les démons, parce qu'ils voient dans l'apparition des démons la récompense de Slaanesh, étant donné que Slaanesh s'intéresse à eux et que leurs excès sont suffisants pour susciter son intérêt. Vous imaginez, susciter l'intérêt du prince des plaisirs du chaos, c'est forcément qu'on a atteint un certain paroxysme. Donc ils vont aussi bénéficier de nombreuses machines démons qu'ils vont mettre en avant. C'est très intéressant pour eux parce que le démon qui est incarcéré dans la machine, lui-même souffre en fait. Et faire souffrir les démons de Slaanesh, c'est aussi quelque chose qui les excite, qui leur donne aussi de l'intérêt. Et même pour Slaanesh, ce n'est pas du tout une offense, au contraire. Faire éprouver à ces démons des sensations extrêmes, c'est au contraire plutôt plaisant. Donc ils vont avoir beaucoup de machines démons, ils vont essayer de rester assez près d'elles dans la bataille. Pourquoi ? Pour pouvoir s'enivrer du carnage qu'elles vont créer et de leur propre souffrance. Donc ça c'est aussi assez pervers, mais c'est pas les Emperor Children. Et puis encore une fois, quand les démons vont apparaître, ils vont essayer d'être assez proches d'eux, mais toutefois ils savent que ces démons peuvent directement les attaquer s'ils ne leur laissent pas assez de proie. Donc ils ont une sorte de crainte envers ces démons, et ils les respectent en fait en leur laissant des mortels, les âmes des mortels à servir, et ils font bien attention à ne pas rentrer directement en conflit avec ces démons. Alors c'est quelque chose que je trouve presque un petit peu étonnant, parce qu'on pourrait imaginer que, étant donné que les Emperor Children veulent surpasser tout ce qu'ils peuvent trouver, je pourrais trouver assez cohérent que finalement ils cherchent à faire apparaître les démons de Slaanesh, qui sont l'essence même des enfants de Slaanesh, pour montrer à Slaanesh qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et au contraire, ils voudraient absolument affronter les forces démoniaques de Slaanesh pour les surpasser, pour montrer que même les matérialisations dans l'espace démoniaque de Slaanesh, ils peuvent les surpasser, ils peuvent être meilleurs, plus forts, mais
Là, il y a cette notion de un peu de respect, de mise en retrait, et ce qui est un petit peu trop ténu hein, pour de l'empereur Shinron. Est venu le temps de parler de Fulgrim. Alors moi, c'est ce qui m'intéressait le plus, parce que Fulgrim, bien entendu, c'est un Primarque. On en sait beaucoup sur lui à l'époque de l'Érès d'Horus, mais c'est vrai qu'à l'époque du 41e millénaire, eh bien, comme sa figurine n'était pas là, on n'avait pas vraiment plus d'informations, si ce n'est qu'il existait plus ou moins encore, qu'il n'avait pas disparu. Et bien là, on a une magnifique figurine qui est plutôt extrêmement bien réussi et qui représente l'apothéose démoniaque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a plusieurs figurines de Fulgrim. On a Fulgrim tel qu'il était post-hérésie, on a la figurine de Fulgrim tel qu'il était juste après, juste au moment de l'hérésie, et puis on a aussi la figurine pré-hérésie dans sa version impériale, loyaliste, et voir qu'à chaque fois c'est poussé de plus en plus loin, c'est assez pertinent je trouve. Donc on nous dit que c'est le profanateur de la noblesse, le briseur ophidien de tous les serments, le sadique, l'épicurien, l'artiste du grotesque, et qu'il est prêt à toutes les bassesses. Et oui, donc là il y a vraiment cette déchéance un petit peu assumée de ce qu'il incarnait. Donc à l'époque de l'Érès d'Horus, donc juste avant bien évidemment, eh bien il était malgré tout déjà obsédé par les actions de sa légion, par ses propres actions. Il poussait chacun de ses lieutenants, chacun de ses fils génétiques à se surpasser telle son image. Il fallait qu'il soit meilleur que tous les autres, meilleur que les autres légions, meilleur que ses frères primarques, et le plus chouchou des... il cherchait comment on va dire ça, d'être le chouchou de papa, hein, donc d'être le plus reconnu par l'empereur. Donc il a accédé quand même au titre des empereurs Shinron pour sa légion, ce qui est quand même une forme de reconnaissance, mais bien sûr il en voulait toujours plus. Alors on nous dit qu'à cette époque-là déjà il était très changeant, c'est-à-dire que son humeur était assez difficile à cerner. De temps en temps il pouvait avoir des impulsions de folie, peut-être pas de folie, mais des petites impulsions, des lubies, on va dire, qui prenaient le pas sur beaucoup de choses. Donc des lubies esthétiques, des lubies artistiques, des lubies militaires, et que, fort logiquement, au fur et à mesure, eh bien, l'influence de Slaanesh s'est portée sur lui, et que lui et toute sa légion, eh bien, se sont trouvés dévoyés dans le culte du chaos et Slaanesh. Alors là, à l'heure actuelle, ce qui est assez marquant, c'est que Fulgrim n'a vraiment aucun intérêt pour sa légion, aucun intérêt pour les empereurs Shinron. De temps en temps, peut-être quand certains le cherchent, eh bien, il va apparaître pour les récompenser peut-être de cette quête. On nous dit que la plupart des empereurs Shinron ont quand même la quête de retrouver Fulgrim, et qu'ils cherchent en fait à retrouver l'endroit où il pourrait être caché, ne serait-ce que pour le connaître en personne, voir ses actions, voir son corps magnifique, essayer d'imaginer un petit peu quelles pourraient être ses pensées, et que de temps en temps Fulgrim, quand la dépravation a été assez importante, ou quand Slaanesh aussi juge que cette bande du chaos mérite ce cadeau, Fulgrim apparaît. Alors la plupart du temps, il va être très dédaigneux et simplement venir combattre à leur côté en n'ayant aucune considération pour la stratégie, et d'autres fois, par contre, il va apparaître et venir guider pour essayer d'instiller une tactique incroyable, parfaite, pour faire triompher ses enfants, mais que la plupart du temps, son but c'est quand même d'éprouver la violence, et que il se dit allez, hop, pas besoin de plan, on fonce à l'attaque. Alors, dans son équipement et dans son apparence, c'est lui-même qui sculpte son apparence à chaque fois. Alors là, bien sûr, on a le côté très ophidien, mais en fait, étant donné que c'est un prince démon et qu'il a un contrôle sur son apparence, il peut prendre l'apparence, peut raisonnablement imaginer qu'il peut prendre l'apparence qu'il désire. Alors bien entendu, il y a des apparences qui vont être plus privilégiées. Il y a ce côté ailé, donc il peut voler, même si il n'y a pas de lien direct entre les ailes, la gravité, l'air qui déplace pour se maintenir dans les airs, ça n'a aucunement rapport avec les lois de la physique. Donc il peut se déplacer à ses besoins. Donc ce qui est assez significatif, c'est qu'il a plusieurs bras, et sur chacun des bras il va avoir un équipement différent. Mais de temps en temps ça va être un gantelet, quelque chose d'assez massif. De temps en temps ça va être une rapière, de temps en temps ça va être un fouet. Il y a vraiment plusieurs armes. L'important c'est que ce soit différent, et que ce soit à chaque fois original. On peut se rappeler aussi
que on nous dit aussi que il porte une arme assez spéciale, souvent cachée dans son dos, et qui serait une arme qui aurait été forgée et qui a été forgée par Ferrus Manus. Alors, dans l'histoire de l'hérésie d'Horus, je pense que Fulgrim, c'est un des personnages où il y a le plus d'émotions dans son histoire. Parce qu'en fait, il avait une amitié vraiment forte, enfin, une amitié fraternelle, hein, mais entre frères, voilà. Donc il y avait vraiment un respect mutuel très fort entre Fulgrim et Ferrus Manus, le primaire des Ironhead, et que à un moment donné, ils se sont dit allons dans une forge pour forger chacun la meilleure arme, et que Ferrus Manus, qui était a priori le primarque le plus doué en tant que forgeron, a forgé une épée magnifique pour Fulgrim et qu'il lui a offert, et que Fulgrim a aussi forgé un marteau incroyable pour Ferrus Manus, et que cette fraternité a dégénéré, et que bien sûr il y a eu l'affrontement entre Ferrus Manus et Fulgrim, et que Fulgrim a fini par décapiter Ferrus Manus avec justement l'arme qu'il lui avait offert. Voilà. Et ça, c'est une partie assez forte en émotion, et que je trouve assez sympathique sur les relations qu'il peut y avoir entre les différents primarques. Là, on a aussi Fulgrim qui s'est occupé un petit peu très bien aussi de Roboute Guilliman, et que c'est lui qui l'a blessé, et comme toutes ses armes sont enduites de poison, et bien voilà, il était sur le point de mourir, mais il a été sauvé. Et puis après, la suite dans Gathering Storm, où il a été mis dans un champ de stase. Ce champ de stase a été rouvert par Belisarius Cawl, etc., qui a permis à Roboute Guilliman de pouvoir retourner au combat. Donc, prochain combat, Roboute Guilliman, Fulgrim, la revanche, bientôt sur vos écrans, sachant que vous aurez l'occasion de le jouer maintes fois sur vos tables de jeu de Warhammer 40 000. Voilà. Après, on a aussi un petit récit qui nous parle de la façon de se battre de Fulgrim. Alors, je vais vous passer, parce qu'au final, c'est juste simplement un récit pour nous montrer ce qu'on a là. C'est que ce qu'il cherche avant tout, c'est montrer sa supériorité et de jouer avec ses victimes, hein, comme un chat qui joue avec la souris. Le but, ce n'est pas d'être efficace, mais c'est d'être magistral. Et donc on nous montre qu'il lutte contre un capitaine Space Marine, et qu'il lui laisse en fait penser que peut-être à un moment il pourrait le battre, et puis au final, à un moment donné, sans qu'on sache pourquoi, il se désintéresse du capitaine, il l'embroche directement, il le découpe, c'est fini, et puis finalement il va rejoindre une autre lubie, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les informations sur Fulgrim. Ce qu'il faut bien sûr garder en tête, c'est que même s'il reste le père génétique des empereurs Chidron, il agit vraiment de côté. Et donc, dans vos parties de Warhammer 40 000, ne mettez pas Fulgrim à chaque fois avec vos empereurs Chidron, ce n'est pas fluff. Alors dans la suite du codex, on va avoir une présentation en termes de lore de chacune des différentes unités. Donc on commence avec tout seigneur, tout honneur, le seigneur exultant. Alors on nous dit que bien entendu, pour qu'il puisse amalgamer en fait une force d'empereur Chidron, c'est qu'il a une force de volonté et des ambitions démesurées, même pour un empereur Chidron, et qu'il réussit comme ça à attirer à lui différents combattants qui sont eux-mêmes dans des lubies obsessionnelles. Chose à noter aussi, c'est que soumettre un démon à sa volonté ou surpasser un champion ami dans un duel n'est qu'un triomphe trop personnel, et que ce qu'ils cherchent, c'est à montrer à l'ensemble de leur public, donc que ce soit les autres empereurs Children ou les adversaires, qu'ils sont supérieurs en tout point. Donc ils tiennent vraiment à ne jamais déjouer les stratégies adverses. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est que l'adversaire puisse mettre en place le meilleur de sa stratégie, qu'il soit au meilleur de ses capacités, pour ensuite venir leur montrer que ça ne sert à rien face au talent martial qu'ils peuvent déployer, face au talent stratégique qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc voilà, le seigneur exultant avec cette ambition et cette volonté en fait de mettre en scène un combat. D'ailleurs, j'en parle maintenant, mais ça se termine, le codex, enfin la partie lore se termine par la description d'une bataille suivant les yeux d'un seigneur de l'excès. Et en fait, ce qui est assez notable, c'est qu'il voit ça vraiment comme une scène ou une pièce de théâtre qu'il viendrait créer au fur et à mesure en utilisant la guerre, et que le souci d'efficacité martiale, de rentabilité, est vraiment à mettre de côté, et que ce qui compte, c'est le crescendo dans la violence, dans les sensations, dans les vibrations de l'air, avec l'utilisation des armes soniques, dans le feu des bolters, que tout ça en fait raconte une histoire
et soit beau à contempler, alors beau pour un empereur Children, plutôt que efficace. Et même si voilà, ça n'a pas d'impact militaire très pertinent, peu importe, de toute façon il va triompher puisque c'est un empereur Children, il ne peut pas perdre. Et l'important c'est de montrer à Slaanesh à quel point ce fils est en train de décupler les sensations qui peuvent être perçues, la magnificence de sa création, et on a vraiment un chef d'orchestre. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre, c'est la vision la plus exacte qu'on peut avoir dans la façon dont va se dérouler une offensive. Ou alors, au menu, je peux vous proposer le voile de la sirène. Donc c'est un ichor fluorescent qui fut conçu à l'origine comme instrument de torture. Cependant, les tourmentes causées étaient si extrêmes qu'on jugea cette substance trop précieuse pour être donnée à des êtres inférieurs. Donc les conduits auditifs du consommateur se déforment et se gorgent d'un pu irisé qui transmet la musique assourdissante du champ de bataille à des régions du cerveau inaccessibles sans intervention magique. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça c'est le voile de la sirène. Alors comme on est dans le son justement, on va partir sur le seigneur cacophoniste, qui est une des nouvelles figurines. Donc on a un personnage qui va utiliser en fait le son comme arme principale. Donc bien entendu, il a une sensibilité extrême aux vibrations, donc c'est-à-dire qu'il peut entendre des choses totalement inaudibles même pour d'autres Emperor Children. Et puis il va utiliser, alors ça c'est assez amusant en fait, c'est son corps lui-même qui va être une arme. C'est-à-dire qu'il va utiliser tous les bruits que son corps peut faire, donc les battements de ses cœurs, sa digestion, oui, les PS, si vous avez envie, oui, allez, vous pouvez rigoler, je connais certains qui aiment bien ça. Et en fait, tous ces sons que produit son corps, donc sa voix bien évidemment, le bruit de ses articulations, de ses tendons, va être amplifié avec un appareillage qui est greffé en fait à l'intérieur de son corps. Donc on va utiliser, c'est ça la beauté en fait un peu de la chose, c'est que son corps et ses organes vont servir d'instruments de musique, vont bien sûr être amplifiés complètement par l'espèce par le haut-parleur qu'il va avoir autour de lui, et que c'est vraiment l'ensemble des sons qu'il peut produire qui va être son arme. Et on lui dit que souvent en fait, il va choisir son nom comme arme principale, et donc il va donner son nom, et que la déformation de ce nom va liquéfier les armures des adversaires, va détruire des Land Riders et ainsi de suite. Donc sur le papier, il est extrêmement puissant. C'est vrai que quand on lit les armes soniques sur le papier, c'est extrêmement fort parce que, étant donné que ça va attaquer les molécules directement, donc aucun matériau ne peut résister, étant donné que les liaisons entre les molécules sont détruites, vaporisées par la puissance sonique. Donc voilà, ça, on a vraiment un personnage qui, sur le papier en tout cas, est extrêmement puissant. Bien sûr, ensuite, on a les marines du vacarme, qui étaient le noise marine. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les attaques soniques. Alors après, ce qui va les différencier, c'est souvent le type d'arme qu'ils vont avoir, soit un éclateur sonique, soit un Blastmaster qui s'appelle un destructeur sonique, éclateur, destructeur. À chaque fois, on est sur à peu près la même chose, le même type d'armement. L'importance du destructeur sonique, c'est qu'il va aller dans les basses. Donc c'est une basse extrême, qui va attaquer aussi les choses. Mais il n'y a pas de... On est toujours... là où je me pose toujours les questions, c'est que au final, c'est juste... le son, c'est faire vibrer l'air, en fait. Donc, vibrer l'air, soit avec une fréquence élevée, soit une fréquence beaucoup plus faible. Mais on est toujours sur le même système. Alors après, c'est dur de décrire d'autres choses. Alors on a la sirène de mort qui est assez emblématique des Emperor Children. Donc là on nous décrit que c'est aussi des tuyaux en fait qui relient toutes les parties de la personne, et qui utilisent encore une fois le corps comme caisse de résonance. Voilà. Alors ensuite, on a bien sûr les Terminators, donc Terminators du chaos. Alors eux, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent se délecter de leur supériorité, étant donné qu'ils ont des armures impénétrables, les armures tactiques Dreadnought, personne ne peut égaler leur résistance, ce qui peut leur permettre d'assouvir cette soif de supériorité, de domination. Souvent,
l'armure, une fois que le combattant qui l'avait a été vaincu, est récupérée, et voilà, un nouveau empereur Children va justement comme ça récupérer les restes de l'armure. Alors bien sûr, on se dit, si l'ancien possesseur a été battu, sans doute que l'armure a été au moins vaporisée ou complètement détruite, mais voilà, on a quand même cette notion de il va récupérer. Alors peut-être qu'il va récupérer quelques pièces par-ci par-là, le bras de tel personnage, le casque de l'autre, et ainsi de suite, et comme ça se recomposer cette structure. Mais voilà, c'est assez particulier, c'est cette notion de ils sont tellement résistants qu'ils peuvent se permettre de faire fi de toute stratégie et d'aller vers les adversaires les plus emblématiques en se riant de leur incapacité à transpercer leur armure de Dreadnought. Jusqu'au dernier coup, évidemment, là où il décède. Alors après, un petit passage sur le Land Raider. Alors sachant que, on ne vend pas grand-chose, mais un petit passage assez sympathique, c'est que les esprits de la machine ont été remplacés par des entités démoniaques, et que ces entités démoniaques ont elles aussi leur obsession. Et ce qui veut dire que là, on nous donne l'exemple, par exemple, d'un Land Raider avec ses canons laser, eh bien, ne va jamais tirer sur aucun fantassin, parce que on ne va pas utiliser la puissance anti-char d'une arme comme un canon laser sur simplement un fantassin. Et ce qui fait que parfois, eh bien, ça peut leur jouer des tours, parce que le Land Raider va refuser tout simplement de tirer sur des fantassins qui sont en train d'arriver, même s'ils ont, on peut l'imaginer, s'ils sont bardés de fuseurs et quoi que ce soit, on va pas s'abaisser à tirer au canon laser sur des troupes d'infanterie. Alors ensuite, les machines démons, j'avoue que les machines démons, c'est ma déception en termes de figurines, hein. Vous l'avez vu si vous avez vu la vidéo que j'ai fait d'unboxing sur la boîte des Emperor Children, mais on n'a pas de machine démoniaque spécifique aux Emperor Children, alors que pourtant c'est une des légions qui utilise le plus les machines démons. Je vous ai déjà expliqué un petit peu pourquoi, parce que le fait qu'il y ait cette alliance entre la technologie et puis les démons, c'est horrible pour le démon. Le démon se trouve incarcéré, et c'est une prison pour lui, donc il va devenir fou. Voilà, est-ce qu'un démon n'est pas déjà fou de base? Sans doute, mais ça va augmenter sa souffrance en tout cas, et que c'est quelque chose de délectable, hein, pour les Emperor Children d'être juste à côté de cette machine démoniaque qui va créer bien sûr une orgie de violence autour d'elle, qui va laisser libre cours à ses excès de la façon la plus perverse possible, violente possible, et que le démon, tout en faisant ça, continue à souffrir. Voilà. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une machine démon vraiment plus spécifique aux Emperor Children. C'est dommage qu'on ait pas ça. Donc on nous parle aussi des Métadrecs, qui sont une version corrompue des chasseurs de jadis, et que eux-mêmes sont obsédés par la domination aérienne, et qu'ils vont chercher absolument à montrer leur supériorité, leur suprématie. Voilà. Alors au menu ce soir aussi, les éclats d'effroi, donc injectés par des canaux forés dans les os d'un légionnaire. Cette soupe de moelle xéno et de psychoplasme se diffuse dans le squelette du guerrier. Les os ainsi modifiés produisent une écume immonde qui imprègne sa chair et finit par suinter par ses pores. La substance coagule en une gelée dense à l'intérieur de son armure. Nombre d'Emperor Children raillent les utilisateurs de l'éclat d'effroi. Ils considèrent comme des idiots s'enchaînant à une chair grotesque. Mais ces adeptes affirment qu'elle leur apporte une union parfaite avec leur armure que nul autre ne peut connaître. Voilà, au menu ce soir. Alors pour terminer, un personnage assez emblématique, c'est Lucius l'Éternel, le spadassin, le voleur d'âmes, la lame des éons. Alors, à l'époque de l'Hérèse d'Horus, déjà, Lucius avait atteint un grade haut placé dans les Emperor Children, mais pas par son intelligence, mais par ses capacités de bretteur. Il était un adversaire redoutable, et il n'avait que de cesse de montrer en fait ses talents au maniement de l'épée, que ce soit contre d'autres légionnaires ou que ce soit contre des seigneurs xéno. Bien sûr, quand l'Hérèse d'Horus a été déclarée, Fulgrim ayant succombé aux voies du chaos, Lucius a pleinement embrassé cette voie-là et s'est mesuré à ses anciens rivaux, fraternels, pour montrer qu'il était bien supérieur. Donc au fur et à mesure, il n'a eu de cesse en fait de se valoriser dans ses duels, et en fait chaque blessure qu'il prenait, chaque cicatrice, était une marque de son triomphe, et il a commencé à se scarifier. C'est pour ça qu'on a un personnage extrêmement scarifié, parce qu'il reliait en fait
chaque blessure, les unes avec les autres, pour montrer à quel point c'était une danse en fait, et que c'était un art de recevoir ces blessures et de ne pas succomber. Jusqu'au jour où il affronta le seigneur commandeur Sirius dans une des arènes de Gladiator, et où il fut vaincu de la façon la plus abominable. Sirius mit énormément de temps à le faire agoniser jusqu'au dernier moment pour le faire souffrir le plus possible. Et dans cette souffrance, il a trouvé une jouissance extraordinaire. Et en succombant, eh bien, au fil du temps, il a réussi à revenir à la vie à travers le corps de Sirius. Donc, Sirius, en fait, au fur et à mesure, se sentait de plus en plus mal et voyait des symboles apparaître comme ça sous sa peau, des traces sombres, et voyait son armure un peu se modifier jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs semaines d'agonie, il soit devenu lui-même Lucius l'Éternel, Lucius revenu à la vie dans le corps de son adversaire Sirius. Et en fait, le masque, enfin le visage de Sirius, s'était intégré à l'armure de Lucius et on le voyait hurler pendant jusqu'à l'éternité maintenant. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des combats, eh bien, il n'a eu de cesse de trouver des adversaires toujours plus compétents. Et eh bien, il a perdu maintes et maintes fois. Il a été détruit plusieurs fois. Ce qui est à noter, c'est qu'à chaque fois, eh bien, il réapparaît de façon différente. Il faut qu'à chaque fois, moi je pensais qu'à chaque fois, il reprenait le corps de son vainqueur, mais c'est toujours un petit peu différent. Et chose assez incroyable, on nous dit qu'à un moment donné, eh bien, il a une fois jailli du métal organique d'un cryptècle des siècles après sa mort, des mains de l'automate décérébré Necron. Voilà. Donc, voilà, il s'est fait battre par un cryptech et puis des centaines de... C'est énorme, hein, il est resté vraiment des centaines de siècles après. Il a réussi à jaillir du métal organique d'un Necron pour redevenir Lucius l'Éternel. Alors après, on nous dit aussi que même s'il réapparaît toujours, il n'a pas forcément toujours son équipement et que c'est une quête pour lui parfois de retrouver son équipement. Donc parfois, il est avec son armure, avec son fouet. Alors son fouet, c'est des tendons en fait qui jaillissent de son corps et qui sont sans doute attachés à lui, donc une excroissance de son corps lui-même. Il a son épée, son armure, et que de temps en temps, eh bien, il lui manque un de ses accessoires et qu'il se lance dans une quête pour retrouver cet accessoire, mais que quoi qu'il arrive, eh bien, le destin, ou Slaanesh, fait en sorte que Lucius retrouve son équipement. Alors tous les Emperor Children pensent en effet que Slaanesh n'a pas envie de laisser Lucius mourir parce que Lucius est son petit bijou, son petit chouchou, et que l'obsession guerrière extrême de ce guerrier, eh bien, est quelque chose qu'il faut choyer. Mais au-delà de ça, ce qui est vraiment très amusant, c'est que Lucius, quand il revient à la vie, eh bien, il prend conscience qu'il a été vaincu et que ce n'est pas sa capacité martiale qui a vaincu son adversaire, mais c'est bien le don de Slaanesh. Et ça le rend fou. Ça le rend fou parce que dorénavant, il ne pourra plus jamais montrer à la galaxie qu'il est meilleur que ce personnage. Non, parce qu'il a été vaincu par ce personnage, il est mort. Et c'est Slaanesh qui l'a fait revenir à la vie. Donc du coup, il ne peut plus se venger. Et cette douleur, cette obsession, eh bien, ça le rend fou parce qu'au fur et à mesure, il se rend compte qu'il perd de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de personnages et qui sont en plus rappelés sur son armure. Autant c'est un rappel pour les autres, mais il faut le voir comme un rappel pour lui-même. Pour lui-même, si, imaginons, votre obsession c'est d'être le plus grand combattant et que vous perdez et qu'on vous dit « Allez, vas-y, tiens, allez ». C'est pas grave, tu vas revenir et je l'ai tué pour toi. Et regarde, en tatouage, je vais te laisser un petit tatouage, une petite marque pour que tu te rappelles toujours que c'est lui qui t'a battu et pas toi qui as gagné. Et en fait, vous voyez, c'est là où cette éternité, on peut voir ça comme voilà, une sorte de suprématie, parce que même s'il est battu, il revient à la vie. Mais non, en fait, c'est une torture atroce. Parce que alors qu'il veut être le meilleur, on lui montre qu'il n'est pas le meilleur. À chaque fois, on lui dit « Tiens, t'étais pas meilleur contre lui. T'étais pas non plus meilleur contre lui. Ah, lui, t'as bien vu aussi. Hein. » Et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment le jouet de Slaanesh par excellence. Et voilà, un personnage qui est assez amusant. Enfin, amusant, ouais. Lucius l'Éternel, qui est assez emblématique des Emperor Children. Et qui, du coup, a quelque chose d'un peu particulier, voilà, dans cette souffrance, entre la souffrance qu'il peut donner aux autres, toujours ce désir d'être le meilleur, et puis la souffrance pour son âme, pour son arrogance qu'il éprouve lui-même. Voilà.
Et voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter, que vous avez eu le temps de passer l'aspirateur pendant que je vous racontais toutes ces histoires. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez me suivre, eh bien, vous avez Tipeee pour soutenir la chaîne, soutenir mon travail. Vous pouvez passer aussi par MyHobbyPlace pour faire vos achats. Et puis, vous pouvez aussi liker, commenter, bien entendu. Je lis tous vos messages. Je n'y réponds pas forcément parce que c'est très compliqué de répondre à tous les messages, mais au moins, ça peut permettre parfois de lancer des petites conversations et puis des rebonds dans d'autres vidéos après. Donc, n'hésitez pas. Merci à vous en tout cas, et à bientôt. Salut à tous.